pas grave. Mettre le bouton poster, point visible à vrai. Ça veut dire que je vais rendre le bouton qui s'appelle poster invisible, enfin visible. Donc sa propriété qui est visible, je vais lui dire que c'est vrai, donc ça veut dire que je vais rendre le bouton visible. Si j'avais mis faux à la place de vrai, eh ben, il serait passé invisible. C'est-à-dire que je cache le bouton. C'est bon? Donc ça, mettre, set en anglais, c'est fait pour modifier une propriété d'un élément. Donc là, je vais pouvoir modifier ce qui est écrit dans le bouton, s'il est visible ou pas, sa taille, etc. Et enfin, on va utiliser un dernier concept qui sont les variables. Donc les variables, je vous ai parlé de 3 grands concepts dans le codage. Un des 3, c'est les variables. Les variables, c'est la capacité qu'a un ordinateur à stocker dans sa mémoire une information. Pourquoi il a besoin de la stocker? Parce qu'on va la réutiliser après, on va s'appuyer dessus, on en a besoin plusieurs fois, donc on a besoin qu'il la mémorise. Donc nous, dans notre travail là, on va devoir mémoriser plusieurs choses. Donc là, je vais créer une variable donc, qui s'appelle prénom-nom, et à l'intérieur, je mettrai le nom et le prénom, enfin le prénom et le nom de l'utilisateur. D'accord? Je peux stocker des choses à l'intérieur, et lorsque j'ai besoin, je récupère l'information qu'il y a dans la variable. Ok? Donc je crée ma variable, je crée une petite case mémoire dans l'ordi, avec cette instruction-là. Je donne un nom à ma variable. Au début, je ne lui mets rien à l'intérieur. Et puis ensuite, je vais pouvoir mettre des choses, donc stocker des choses dans le petit tiroir, dans la petite case. Donc faire retenir à l'ordinateur une information. Et ensuite, bien sûr, je vais pouvoir récupérer l'information qui est stockée dans la petite case. Ok? Et ben voilà, là déjà, on a découvert un des premiers grands concepts. Alors, quand on apprend un nouvel outil, il y a une tradition, je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle, c'est on fait un Hello World. Ça veut dire que rapidement, on ne veut pas perdre son temps et on se dit, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que des gens qui nous vendent des trucs super, c'est bien, mais moi ce que je veux, c'est en quelques secondes, voir si j'arrive à avoir un message sur mon téléphone, qu'entre mon ordi, on a parlé d'internet, etc., que ça arrive bien sur mon téléphone, ça fonctionne. Donc on va faire un Hello World. Donc l'objectif, c'est de créer un petit bouton sur mon écran, et lorsque je clique sur ce bouton-là, je dois avoir un petit Hello World ou je sais pas, bienvenue à Nermont qui va s'afficher. Alors pour ça, je vais donc aller sur Internet, je vais lancer donc App Inventor. Donc je vous ai dit que c'était un outil en ligne. Alors quand vous arrivez, normalement il vous demande de vous connecter à votre compte Google. Je vous ai dit que c'était obligatoire d'avoir un compte Google. Et là vous arrivez sur une page comme ça, il vous dit un petit peu les nouveautés. Et on va se mettre ici. Et vous avez tous vos projets. Vous, quand vous démarrez App Inventor, ici ça sera vide. D'accord? Il n'y aura pas autant de projets que ça. Et on va commencer un nouveau projet. Vous voyez, c'est en français. Tout le monde voit là? Ouais, donc c'est en français. On va commencer un nouveau projet. Il demande le nom du projet. On va l'appeler Hello World Meetup. Alors ici, il ne faut pas mettre d'espace. En informatique, on évite les espaces, on met des underscores à la place. Le underscore, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le tiret du 8. Voilà, donc là j'ai créé mon nouveau projet et j'arrive sur le fameux écran vide. Ok? Et ici, j'ai mes blocs. Vous voyez, en haut là, j'ai designer, donc l'interface utilisateur et les blocs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ici tout un tas de composants pour mon interface utilisateur. Vous voyez, des boutons, des cases à cocher, des images, des choses intéressantes. J'ai même aussi, regardez, on le verra tout à l'heure, dans Média, j'ai des choses pour enregistrer des sons, jouer de la musique, etc. Faire de la reconnaissance vocale, intéressant, on va l'utiliser. J'ai des choses pour stocker. J'ai des choses pour, dans capteur, vous voyez, accéder aux capteurs de lumière, au GPS, etc., l'accéléromètre, donc tout un tas de choses intéressantes pour utiliser les capteurs. Bref, j'ai tout un tas de possibilités qui me sont offertes par l'outil. Moi, je veux faire un Hello World, donc je vais mettre un bouton, je le glisse, et je vais mettre une petite phrase ici, ce qu'on appelle un label, donc quelque chose pour écrire. Donc ici, vous voyez que j'ai glissé deux choses dans mon projet, un bouton et un label. D'accord ? Tout à l'heure, on renommera les boutons. Là, je ne vais pas perdre trop de temps. Donc pour l'instant, dans mon label, il y a marqué texte pour label et dans mon bouton, il y a texte pour bouton.
Et je veux que lorsque l'on clique sur le bouton, ici, ça mette bienvenue au Meetup. Ok? Donc je vais aller dans les blocs. Je retrouve ici, vous voyez, mon label et mon bouton. Et quand je clique sur mon bouton, j'ai tout un tas d'instructions qui peuvent se rattacher à mon bouton. Des événements en marron, des instructions, donc des actions, et des informations. Donc ça, par exemple, ça va me fournir la couleur de fond de mon bouton. Ça va permettre de changer la couleur de fond de mon bouton. C'est bon? Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut que quand on clique sur le bouton, je vais zoomer, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, le label, il doit changer et écrire Hello World. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer quelque chose dans le label. Je vais changer quoi? Son texte. D'accord? On ne veut pas changer la couleur du label, on ne veut pas changer s'il est visible ou invisible, on veut pas l'enlever. Donc, je veux juste changer son texte. Et ici, il me demande quel texte je veux mettre à l'intérieur du label. Donc là, je vais prendre un texte, je vais prendre une petite case vide et puis je vais mettre bienvenue au Meetup. Voilà. Donc vous voyez déjà, j'ai pas d'erreur ici. Hop, c'est bien. Bon, ça c'est bien, mais maintenant je veux tester et voir, parce que pour l'instant c'est sur mon ordi, je voudrais que ça soit sur mon téléphone. Donc là, sur mon téléphone, il faut installer une petite application qui va permettre de débugger et de tester en direct votre application, sans avoir à l'installer définitivement. On l'installera bien sûr définitivement à la fin, mais au début on veut tester. Donc cette application, c'est le MIT AI2 Companion. D'accord? Donc c'est sur le Google, le Play Store. Vous téléchargez ça, c'est gratuit. Je la lance. Alors, le truc, c'est que là, je suis en Wi-Fi et là, je suis en Wi-Fi sur le même réseau. Donc, en gros, ils communiquent par le Wi-Fi les deux. D'accord? J'arrive là-dessus et ici, je vais générer, donc je vais connecter l'appli que j'ai en ligne là sur Internet avec mon téléphone. Je vais l'envoyer en fait là-dedans. Donc, pour ça, je vais faire connect compagnon. Donc, le compagnon, c'est lui. Et là, je vais scanner le QR code. Donc, le QR code, je viens et je le scanne sur l'écran. Et là, ce qui se passe, c'est que normalement, ça disparaît. Et là, vous voyez que c'est en train de télécharger l'appli sur mon téléphone. Alors là, je vais utiliser la technologie qui m'a été mise à disposition. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, non? Il y a marqué texte, je clique. Et là, regardez, c'est marqué bienvenue au Meetup. Donc, on a réussi le Hello World, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, on a une appli fonctionnelle, ça fonctionne, on ne nous a pas vendu du vent, on va pouvoir faire des choses plus compliquées et plus intéressantes. Ok? Bon, je vais fermer l'appli et puis on va attaquer les choses sérieuses. Si je retrouve la souris, ça c'est normal ce que j'ai fermé. Je vais tout retourner dans mes projets, on va créer un nouveau projet, on va éteindre ça. Et ce coup-ci, on l'appelle comment? Comment voulez-vous qu'on l'appelle? Lecture Meetup. Ok. Donc ça, c'est notre projet officiel. Et voilà. Donc il va s'afficher. Il est vide. Normal. Je repasse sur... Alors il va falloir qu'on commence par concevoir la fameuse interface graphique. Alors moi, j'ai prévu 3 écrans différents. 3 écrans. Un premier écran, ça va être l'identification. Il va falloir qu'on dise qui on est. Parce que si on laisse un avis, il faut bien qu'on sache qui a laissé l'avis. Cet écran-là, on va le remplir une bonne fois pour toutes au départ, avec notre prénom et notre nom. Et ensuite, ça sera stocké, cette information-là, à l'intérieur du téléphone. Pas en ligne, mais à l'intérieur. Et lorsqu'on relancera l'application et qu'il verra qu'il y a déjà un prénom et un nom qui a été stocké, il ne nous embêtera plus avec cet écran-là et on passera directement sur le deuxième écran. Donc normalement, cet écran-là, vous allez le remplir une fois au départ avec votre prénom et votre nom. D'accord? Donc, au niveau de l'interface utilisateur, on va avoir une zone de texte pour saisir son prénom et son nom, ce qui va déclencher automatiquement l'apparition du clavier. Et puis un petit bouton pour dire c'est bon, j'ai mis mon nom et mon prénom et on se connecte. D'accord? Alors au niveau des... Qu'est-ce qui va se passer quand je vais appuyer sur se connecter? Je vais stocker ça dans une base de données locale, c'est-à-dire à l'intérieur de mon téléphone. Une base de données locale, la différence avec une variable, la variable c'est que lorsque vous allez terminer l'appli, tout va s'effacer. La base de données locale, vous allez garder l'information,
Vous fermez l'appli, vous la rouvrez, vous récupérez l'information. Donc c'est stocké dans des fichiers et non pas dans une petite case mémoire. Voilà, et bien c'est parti, on va concevoir ça. Hop, alors oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, pour que ça fasse joli, mais on va pas perdre trop de temps avec ça. Vous voyez, pour que ça soit centré là, on va mettre ça dans un alignement vertical. Donc en gros, il y a des outils pour aligner les éléments les uns avec les autres. Si vous n'utilisez pas ça, vous allez avoir tout qui sera les uns en dessous les autres, ça ne sera pas super joli. Donc là, je vais mettre un alignement vertical pour pouvoir centrer ça au milieu de mon écran. Et là, je vais mettre un alignement horizontal pour pouvoir que mon bouton connecté il soit sur la droite. Ok? C'est parti. Vous me dites si je vais trop vite, parce que le but, c'est pas de... On y va? Donc, c'est parti. On va prendre dans disposition un arrangement, on a dit vertical. Hop. Et ici, je vais changer ses propriétés. Je veux qu'il prenne toute la hauteur de la page et toute la largeur. Donc ici, la hauteur, remplir parent. Le parent, c'est ce qu'il y a au-dessus, l'écran. Hop. Et vous voyez, il prend toute la hauteur et la largeur, pareil. À l'intérieur, je vais mettre... Alors, je vais le centrer. Je vais le centrer verticalement. C'est-à-dire que tout ce que je mettrai à l'intérieur, ça sera centré verticalement. Et on a dit qu'on mettrait à l'intérieur, vous vous rappelez, une zone de texte. D'accord? Et un bouton. Mais le bouton, si on veut le mettre sur la droite, il faut le mettre dans un arrangement, enfin dans un alignement horizontal. Je vais mettre l'alignement horizontal. Là. Et à l'intérieur, donc lui pareil, je vais le mettre à prendre toute la largeur. Lui, je vais le mettre à prendre toute la largeur. Donc ça, c'est des petits réglages, juste pour que ça soit un petit peu plus joli. Et à l'intérieur, je vais mettre mon fameux bouton. Et dans cet alignement, je vais lui dire que je veux aligner à droite. Donc pour l'instant, c'est un peu comme du traitement de texte, quoi, un peu moins pratique. C'est bon? Ça ressemble à ce qu'on veut. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas laisser ces éléments-là... pardon. Je ne vais pas laisser ça tel quel, parce que zone de texte, ça ne me parle pas trop. Bouton 1, quand il y aura plein de boutons, bouton 1, bouton 2, on ne s'y retrouvera pas. Donc je vais leur donner un nom. Bouton 2, je vais le renommer et je vais l'appeler BTN, comme ça on saura que c'est un bouton, et se connecter. Ok? Donc ça, c'est une bonne pratique de donner des noms qui causent à ces différents objets. La zone de texte, pareil. Je vais cliquer dessus et je vais la renommer. Alors moi, je l'appelle, en anglais c'est textbox, donc j'ai l'habitude de l'appeler TB et je vais l'appeler prénom, nom. Toujours des choses sans espace. Ok? Et ben voilà. Est-ce qu'on a fini? Ah oui, ça c'est pas joli, texte pour bouton 1, donc je clique dessus et ici vous voyez que dans les propriétés, je peux changer mon texte, ce qui va être écrit dans le bouton. Donc soit je le change ici de manière statique, soit je peux le changer par programmation. Moi, je vais le changer une bonne fois pour toutes et je vais mettre se connecter. Et vous voyez que mon bouton, il s'est renommé. Bon, on a fini pour la partie interface utilisateur. On va passer dans la partie bloc. Alors avant, il n'y a pas que les composants. Vous vous rappelez que dans ma petite présentation là, j'ai mis deux composants qui ne sont pas visibles. Un composant pour pouvoir stocker mon nom et mon prénom en base de données, et puis un notifier pour afficher des petites infos à l'écran, si ça s'est bien passé, mal passé, etc. Donc ces composants-là, je les ai là. Le petit notificateur, hop, il arrive ici. Donc c'est un composant invisible. Et on a dit, dans stockage, ici, j'ai des composants pour stocker en base de données. Donc soit dans des fichiers, soit sur des bases de données en ligne, soit sur des bases de données locales. Donc nous, on va stocker ici sur la base de données locale. Ok? Bon. C'est parti. Alors, on va passer maintenant à la partie code. Non, on fait notre deuxième écran, tant qu'on est dedans ou pas? Ouais, on va faire le deuxième écran. Alors le deuxième écran, on va lui donner un nom, ça va être l'écran pour déposer les avis. Donc sur cet écran-là, on va avoir un bouton scanner qui va déclencher la lecture du code barre du livre. On va avoir un bouton pour voir les avis qui ont déjà été postés sur les livres. On va avoir un bouton poster qui va permettre, lorsqu'on aura rempli tout ça, notre livre, notre commentaire, etc., de le poster. Ici, on aura le titre du livre, le sous-titre du livre qui va s'afficher. Ici, on aura, si on arrive à la récupérer, l'image de la couverture du livre.
l'auteur, l'éditeur, la petite description officielle. Et ici, je vais mettre une sorte de réglette pour pouvoir mettre sa note. Plutôt que de taper un chiffre, on glissera une petite réglette. Et ici, il y aura un petit bouton dicté pour la reconnaissance vocale qui nous remplira automatiquement le commentaire, qu'on pourra soit taper, soit dicter. Là, c'est plus compliqué. Au niveau des composants invisibles, regardez, on va avoir besoin du scanner de barcode, de code barre, le web, parce qu'à un moment donné, il va falloir envoyer tout ça sur Internet, la reconnaissance vocale, le petit notifier pour afficher des infos si ça s'est bien passé, etc. Alors, Cloud DB1, ça va être pour communiquer avec la base de données jaune, vous vous rappelez, qui est en ligne, qui contient tous les avis, puisqu'il faut que tous les utilisateurs ils puissent accéder. Ça sera pour récupérer la date et l'heure à laquelle on a posté l'avis. Et puis ça, c'est pour récupérer notre fameux le nom d'utilisateur. Ok ? C'est parti. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Vous avez un arrangement horizontal pour avoir les 3 boutons avec des petits éléments entre les deux. Donc c'est parti. Je vais créer dans Designer un nouvel écran. Je vais l'appeler dépôt avis. Voilà, hop. Donc là, il va me créer normalement un nouvel écran qui s'appelle dépôt avis. Alors si je voulais, je pourrais changer le titre et tout ça, mais je ne vais pas le faire. Dedans, on va mettre, regardez comment c'est fait, on a un arrangement horizontal là, qui va nous permettre de mettre les 3 boutons. On va pas perdre trop de temps avec ça. Hop, je vais assez vite, mais il n'y a rien de compliqué, c'est un truc qui est assez répétitif. Et à l'intérieur, donc je vais mettre un premier bouton. Alors arrangement horizontal, c'est pour que les boutons ils se mettent les uns à côté des autres. Je vais mettre un petit label, je vous expliquerai à quoi il sert. Un deuxième bouton, encore un label. Ouais, c'est pas top. Et un autre bouton. Et encore un autre bouton. Alors je vais faire un peu le ménage. Donc celui-là, vous vous rappelez, c'est le bouton pour scanner. Donc je vais l'appeler BTN Scan. Je lui dis que ça sera marqué scan dessus. On pourrait faire ça bien. Ce petit texte-là, en fait, il sert à rien. Il n'y aura rien à l'intérieur. Il sert juste à mettre un petit écart entre les boutons. Ça s'appelle un spacer. Hop, on écarte les choses. Donc, du coup, lui, je vais l'appeler. Je n'ai même pas besoin de lui changer son nom. Et par contre, je vais lui mettre une largeur de, par exemple, je sais pas. Non, je vais mettre fill parent. Ouais, hop. Lui, je vais l'appeler voir les avis. Donc c'est le deuxième bouton. Donc renommer BTN avis. C'était marqué voir les avis, c'est ça? Je sais plus. Voilà, donc pour l'instant c'est renommer des boutons. Lui, on va supprimer ce qui est marqué dessus. Et le troisième bouton, on va l'appeler BTN poster. Pour poster l'avis. On va effacer le petit texte qui est là et on va poster. Voilà. Et celui-là, on va lui dire aussi qu'il remplisse toute la largeur dispo. Donc après, il s'organise les choses, vous voyez, il se répartissent l'espace disponible et puis ça se passe bien. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qu'on a ici, on a un grand bloc complet qui est un arrangement vertical dans lequel on va venir glisser toutes les infos qui nous intéressent. Donc, disposition, on va prendre un arrangement vertical. J'espère que je ne vais pas prendre trop de temps avec ça. Ok. Il prend toute la place qui reste et toute la largeur qui reste. À l'intérieur, on va mettre une première partie avec un titre et un sous-titre. Ça, c'est le titre, le futur titre et sous-titre du livre. Donc ça, ce sont des labels, c'est juste des petits textes. Hop, celui-là, pour qu'on s'y retrouve, on va l'appeler LBL comme label, underscore titre. C'est bon? À chaque fois, on nomme ça pour que ça cause. Pour le reconnaître, on va le mettre un peu plus gros et puis en gras. Et en pleine largeur. Et puis celui-là, on va l'appeler LBL sous titre. Voilà, ensuite, si on revient sur notre modèle, ici on a un petit arrangement
horizontal dans lequel on va mettre la photo et deux petits labels. Donc, vous voyez que je peux les empiler les uns avec les autres. Donc, un arrangement horizontal qui prend toute la largeur, dans lequel je vais glisser une image. C'est où les images? C'est là. Hop. Et je vais glisser un arrangement vertical qui me permettra de mettre les deux petits labels, un pour l'éditeur, un pour le... Hop. Non, il n'est pas là, lui. Il est là. Voilà. On va dire que ça prend 50% de la largeur. Donc vous voyez, on peut faire des... Et ça, 50% aussi. Bon. On renomme toujours pour que... Donc celui-là, on va l'appeler LBL. J'avais dit quoi? Hauteur. Et celui-là, LBL éditeur. Voilà. Et l'image, on va l'appeler IMG couve, la couverture du livre. Voilà. Ici, on va avoir la description. Alors la description, ça peut être long. D'accord, ça c'est l'API qui nous rendra ça. Donc comme ça peut être long, on va mettre un truc scrollable, ça veut dire on va pouvoir faire défiler comme ça. Ça va rester dans une fenêtre, mais on va mettre un truc scroll. Donc les scrolls, c'est ça. Voilà, pareil, sur toute la largeur. Et à l'intérieur, donc on va mettre notre label description. Voilà. Lui, je sais pas comment... La hauteur, on va se mettre, je sais pas, 25%. Voilà. Et puis après, il y a la partie ma note. Donc ça, c'est un petit label avec... on va mettre ça là. On va l'appeler LBL note. Voilà. Donc c'est un petit peu long. Là, on va mettre, pour qu'on s'y retrouve quand même, ma note. Et puis derrière ma fameuse petite réglette, donc l'ascenseur, hop, que je vais mettre là. Alors la valeur maximale, on va dire que la note, on peut mettre 5 au max, et puis 0 au min, d'accord? Et qu'au départ, on va être à 2. Et qu'elle est visible, et qu'elle prend toute la largeur. Voilà, donc j'ai mis... Et puis ici, il me reste mon petit bloc dans lequel je vais mettre des commentaires, et mon petit bouton... zone de saisie. Donc là, c'est pareil, ça va être un bloc scroll, parce que le commentaire, il peut être très très long. Si vous avez plein de choses à dire sur le bouquin, ça peut être très long. Et à l'intérieur, on a dit un petit arrangement horizontal. Non, j'aurais pas dû faire ça. Je vais supprimer. Hop. Donc là, on va mettre un arrangement horizontal qui va prendre toute la hauteur, toute la largeur. Dedans, on va mettre un scroll pour le commentaire, et à côté on va mettre le fameux petit bouton. Hop. Et là-dedans on va mettre la textbox, puisque là c'est un commentaire qu'on pourra saisir à la main. Donc tout ça, on va dire qu'il remplit tout.
Voilà, c'est un petit peu long, mais bon, ça fait partie du truc. Et ça. Et lui, ce bouton-là, donc ça c'est le bouton pour dicter, on va l'appeler BTN dicter. Et il y a possibilité, à la place de mettre un petit texte, de mettre une petite image. Sauf que là, je l'ai pas, je crois pas l'avoir. Non, c'est pas grave. On aurait pu mettre une petite image, on va juste l'appeler dicter. Voilà. Voilà. C'est bon pour le. Bon, c'est assez long hein, parce qu'il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de choses qui vont s'afficher. Donc ici, on avait pas mal de choses à faire. Est-ce que ça ressemble à notre objectif? À peu près. Hein. Ah, j'ai pas mis mes commentaires. Bon, c'est pas grave. Ok, on valide ça. Bon. Ah, j'ai oublié de mettre tous mes composants invisibles. Alors, les composants invisibles, il y en a un paquet. Alors, on a dit qu'on a besoin de ça pour savoir si les traitements ils sont bien passés. On a toujours besoin d'afficher des choses à l'écran. On va aller dans stockage, on va prendre le fait de pouvoir parler avec une base de données en ligne. On va en parler. La base de données locale. On va prendre, vous vous rappelez, il y a le capteur de code barre là. Hop, on le prend. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? La reconnaissance vocale, si on veut dicter, ouais. Donc ça, c'est dans les médias, reconnaissance vocale, paf. Je regarde parce que j'ai plus en tête. Le web, ouais, parce que si on veut faire interroger l'API et le petit clock. Alors le clock, ça doit être dans les capteurs, l'horloge, et le web, c'est dans la connectivité. Voilà, on a pris tout ce qu'on avait besoin. Je vais quand même faire un petit enregistrer le projet. Je vous rappelle qu'on est en ligne, on est bien ici sur un site internet. Bon, on enchaîne. Alors c'est la phase qui n'est pas la plus... Voilà. Alors là, ça c'est le consulter les avis déposés. Pour l'instant, on y reviendra après parce que là, ça fait un peu long. On va commencer le code et puis on verra cet écran après. Alors, une base de données, parce qu'on a parlé de base de données, c'est quoi? Donc ça, c'est un élément important en informatique. C'est un moyen de ranger des informations bien à leur place. Et qui dit bien rangé, dit facile de les récupérer, d'interroger ça, de faire ce qu'on appelle des requêtes. Donc, il y a plein de bases de données. Il y a des bases de données locales, donc on va stocker dans le téléphone. Donc, la plus connue sur Android, c'est SQLite. Nous, on va utiliser une qui s'appelle TinyDB. Et puis, sinon, il y a des bases de données en ligne. Donc, la plus connue, c'est MySQL. Il y a plein d'autres bases de données, PostgreSQL, etc. Nous, on va utiliser une base de données qui est gratuite, qu'on peut créer de manière simple et qui fonctionne avec ce composant-là d'App Inventor chez Redis Lab. Dans une base de données, vous avez des rubriques, d'accord? Donc, des tables, d'abord, des tables. Par exemple, ici, on avait fait un jeu avec les BTS NIR, enfin pas un jeu, une application pour des... Voilà, donc vous avez la table activité, équipe, score, utilisateur. Et à l'intérieur d'une table, vous avez des rubriques, et puis à l'intérieur des rubriques, des informations qui sont stockées, des enregistrements. Ok pour la base de données? Vous saviez un peu à quoi ça ressemblait? Alors, ici, j'ai les blocs de la base de données. Ça, c'est pour la base de données locale et la base de données web. Vous savez la grosse différence entre les deux? Parce que dans les deux cas, on va avoir des instructions pour déposer des choses. On va avoir des instructions pour venir récupérer des choses. Sauf qu'ici, c'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'ici, vous avez des blocs d'événements. Pourquoi? Parce que quand vous demandez des choses qui sont en ligne, ça ne va pas arriver tout de suite. Il peut se passer plein de choses entre les deux, entre la demande et la réception. Par exemple, si vous n'avez pas d'accès à Internet, vous vous demanderez des choses, mais vous ne les recevrez jamais. Donc ici, on est ce qu'on appelle dans un fonctionnement asynchrone. Vous allez demander, et ensuite, vous n'allez pas enchaîner directement vos instructions. Vous allez attendre que le téléphone, il vous dit c'est bon, j'ai reçu. Et une fois qu'il aura dit c'est bon, j'ai reçu, vous pourrez continuer à enchaîner. Alors que là, vous pouvez enchaîner tout de suite parce que quand vous demandez quelque chose, comme c'est en local, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc c'est la grosse différence entre les deux fonctionnements des deux bases de données. Celle qu'on va utiliser sur Internet, la base de données jaune, et la base de données locale qui est juste là pour sauvegarder le prénom et le nom. Ok? Ouais. Sinon, vous avez des... Regardez, c'est pas compliqué. Alors, on va venir stocker des informations. Tag, c'est le nom du tiroir dans lequel on vient ranger l'info. Et la valeur,
à stocker, c'est ce qu'on va mettre dans le tiroir. Ok? Et vous avez la même chose des deux côtés. Bon, entre ici, les petites différences, vous voyez, c'est quand j'ai reçu quelque chose, quand une donnée a changé, quand il y a une erreur, etc. Alors, on va commencer par notre partie identification. Vous vous rappelez, le premier écran, on doit saisir le prénom et le nom de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire que quand l'appli va se lancer, on va aller directement lire la base de données dans le téléphone. Et on va aller regarder s'il y a un prénom et un nom qui a été stocké. S'il y en a un, ça veut dire que l'utilisateur il s'est déjà identifié. Et dans ce cas-là, on ne va pas lui redemander son nom et son prénom, on va l'envoyer directement sur l'écran de où on est là pour poster un avis, scanner le livre, etc. Si jamais il n'y en a pas, on va lui demander de saisir son nom et son prénom et on va rester sur le premier écran. Donc regardez ici, en fait c'est ce qu'on va faire. Quand mon écran il va s'initialiser, c'est-à-dire quand mon écran il va apparaître, quand mon appli va se lancer, je vais essayer de récupérer ce qui se passe, ce qu'il y a dans le tiroir qui s'appelle compte. S'il n'y a rien, il va me mettre rien. Et si c'est pas vide, c'est-à-dire s'il a récupéré quelque chose, je vais passer à l'écran dépôt avis. C'est pas compliqué. Non? En fait, il y a deux cas qui peuvent se présenter. Soit il trouve quelque chose qui est vide, et à ce moment-là, c'est pas bon, on ne passe pas à l'écran avis. Soit il trouve quelque chose qui n'est pas vide, là vous voyez, pas est vide. Ça veut dire que là, on n'a pas besoin de se réidentifier et on enchaîne direct. Ok, et là on vient de taper dans le deuxième grand concept du codage qui est la fonction si, ce qu'on appelle les instructions conditionnelles. On va traiter deux cas. Si ça, alors ça, sinon ça. Et là l'ordi c'est un champion pour diriger dans un cas ou dans l'autre. Et puis si jamais on n'est pas passé à l'écran d'après, c'est-à-dire qu'on reste sur notre écran avec notre nom, prénom puis notre bouton se connecter, qu'est-ce qui se passera quand on va cliquer sur se connecter? Si on a bien rempli un nom et un prénom, c'est-à-dire si ce qu'il a récupéré de la textbox, c'est-à-dire la zone de saisie, elle n'est pas vide, c'est-à-dire s'il y a quelque chose à l'intérieur, on viendra stocker ça dans la base de données locale, dans le tiroir compte. Vous voyez, rappelez le même qu'on a essayé de lire ici. Et on viendra stocker forcément le nom et le prénom de l'utilisateur. Et ensuite, on passe sur l'autre écran. Et si jamais c'est vide, c'est-à-dire que si c'est pas vide, on mettra un petit message d'erreur en disant vous devez obligatoirement saisir un nom et un prénom. C'est clair? Pas compliqué comme bloc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça vous cause? C'est pas de la grosse technique. Hein. Là, la nouveauté, c'est si, alors, sinon. Vous voyez, si, alors, sinon. Il y a deux blocs d'instructions. Soit le premier qui va être exécuté, soit le deuxième, selon la condition qui est ici. Si la condition est remplie, c'est ça qui sera exécuté. Si elle n'est pas remplie, c'est ça qui sera exécuté. Ok, vous imaginez un train qui arrive avec deux voies. Soit il part par là, soit il part par là. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Et c'est parti. Donc, on va retourner sur notre écran d'initialisation, screen 1, et on va aller chercher qu'est-ce qui se passe quand le screen 1 il s'initialise. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand mon appli elle démarre. Donc, mon appli elle démarrera toujours sur l'écran 1. Donc, on a dit qu'on allait tester s'il y avait quelque chose dans la base de données. Donc, on va essayer de récupérer la valeur et on va l'appeler compte. Le tiroir, je peux l'appeler n'importe comment. Je peux l'appeler prénom, utilisateur, etc. Et ici, regardez, s'il n'y a rien, hein, ici, s'il ne trouve rien, il va mettre du vide. Et là, je vais regarder si ce n'est pas vide. Ok, et il manque le fameux si. Donc, ça veut dire, s'il a trouvé quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un nom et un prénom qui est enregistré, on va passer à l'écran d'après. Donc, pour passer à l'écran d'après, on a une instruction ici qui s'appelle ouvre un autre écran et il nous demande le nom de l'écran. Alors, le nom de l'écran, c'est dépôt _ avis. Ok? C'est bon jusqu'à présent? Alors là, il ne faut pas se louper, il faut taper exactement le même nom. Donc, s'il a récupéré un nom et un prénom dans le petit tiroir qui s'appelle compte dans la base de données locale, il va passer directement à l'autre écran. Ensuite, si jamais il n'a pas récupéré, là, la personne elle est censée saisir quelque chose, puis ensuite, elle va appuyer sur le bouton se connecter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur il clique. Je ne sais pas si vous voyez là, je
Je ne retourne pas souvent la tête. Qu'est-ce qui se passe quand il va cliquer sur se connecter? Donc là, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va regarder s'il a vraiment mis un nom et un prénom. Parce que s'il clique sur se connecter et qu'il n'a rien mis, c'est pas sympa. Donc, c'est parti. On va aller regarder, récupérer l'information qui a été saisie, le texte qui a été saisi dans la textbox. Prénom, vous vous rappelez, la textbox, c'est ce truc-là. D'accord? Donc, on va regarder si c'est pas vide. D'ailleurs, je peux faire une sorte de dupliqué comme ça. Après, il y a des petites techniques pour aller plus vite. Ça, je vais le supprimer. Donc, si c'est pas vide, et donc là, si c'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par si c'est vide. Si c'est vide, on a dit que c'était pas bien. Donc, comme c'est pas bien, on va utiliser le petit notifier là, qui a un petit truc pour afficher des fenêtres à l'écran, et on va lui afficher que il faut absolument qu'il mette un nom et un prénom. Nom et prénom. Obligatoire. Ok? Et si c'est pas vide, ben on a dit qu'on allait venir stocker ça dans notre base de données pour que le coup d'après, quand il va se reconnecter, ça soit reconnu. Donc comme on veut stocker dans la base de données, je vais retourner sur mon composant base de données là qui est en bas. J'ai toutes les instructions et quand je veux stocker, ben, je vais prendre stocker. Je vais stocker dans quel tiroir? Ben, le même que celui-là, logique. Hein. Parce que si ici vous allez récupérer dans un tiroir, puis que là vous allez stocker dans un autre, ça ne va pas le faire. Et la valeur que je vais stocker, ben, c'est ce que l'utilisateur il a saisi comme texte. Ok? Et il nous reste un truc, c'est que maintenant que c'est bien stocké, comme on est sûr que ça marche puisque c'est du local, on peut passer à l'écran suivant. On teste? Bon, et ben ouais, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas testé. Avant, on va faire un petit enregistrer le projet. On va faire connecter le compagnon. Ça vous dit quelque chose, le compagnon? Alors ici, je vais faire ça. Hop, je vais scanner le compagnon. Et là, on scanne notre vrai projet. Ah, qu'est-ce qu'on voit apparaître à l'écran? Directement au deuxième écran. Il n'y a pas un problème? Si, parce que normalement... Alors, le problème, ça c'est les joies du direct, c'est que en fait, moi je me suis entraîné un petit peu à le faire avant, et que il existe déjà le fameux compte. Donc, je vais lui donner un autre nom, d'accord? Et puis, ça va être plus simple. Donc, on va revenir ici. Hop. Et on va... Ouais. Forcément, lui, il n'est pas content. Et on va l'appeler compte B. Bon, on teste. Ah oui, ça c'est aussi un des grands principes de l'informatique, ça ne marche jamais du premier coup. Et un bon développeur, c'est un bon débugger qui essaie de comprendre ce qui se passe et corrige ses erreurs, parce que l'erreur, elle vient toujours de l'ordi ou de nous? De nous. Non? Bon. On voit pas tellement là. Vous voyez qu'on n'est pas passé sur l'autre écran. Et sinon, on essaie de scanner le QR code, ça va marcher là? Ah non, on n'est pas encore sur l'écran où on scanne le QR code. Ah, vous? Oui, nous. Non, ça va être compliqué. Là, ça risque de... À la fin, vous pourrez scanner l'appli, mais là, si on est deux sur le même projet, ça ne va pas le faire. Donc là, je vais mettre un prénom et un nom. Je vais mettre Meetup. Meetup. Direct. Ça se voit là que je tape? Ouais. Je vois pas grand chose, mais... Ok. Je fais se connecter, je tente. Il est passé à l'autre écran. On est d'accord? Ouais, donc ça a l'air de... Et puis vous voyez, j'ai déjà ma petite réglette là, j'ai mes boutons qui sont là, donc ça ressemble à ce qu'on a conçu tout à l'heure. Bon, et ben c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a déjà traité... Ah oui, il y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est maintenant vérifier s'il se connecte directement.
puisque maintenant que j'ai mis mon nom au Meetup direct là, on va relancer le compagnon. C'est un peu lourdingue, mais comme c'est la première fois, on veut vérifier que tout fonctionne. C'est un peu un Hello World bis. Jusque là, tout le monde suit le temps que ça mouline là. Je vais pas trop vite, il n'y en a pas qui se disent oh là là, j'aurais jamais dû venir, tout ça, non? C'est bon? Et regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il m'a redemandé de saisir le nom? Non. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Donc, on va pouvoir continuer. Je vais couper ça, parce que sinon, il va sans arrêt être en train de synchroniser. Et puis, on va s'attaquer au lourd. Le lourd, c'est quoi? Ben, c'est le deuxième écran, parce que vous avez compris que le deuxième écran, il est un petit peu plus costaud que le premier. Il y a plein de choses, il y a l'API, il y a la base de données en ligne, ça va être compliqué. Mais bon, on va s'en sortir. Je vais ici éteindre mon... Voilà. Alors, l'API. L'API, qu'est-ce que c'est qu'un API? Eh bien, l'API, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est qu'en fait, il y a plein de gens très intelligents qui ont mis des services disponibles en ligne. Comme un peu un supermarché. Vous pouvez aller demander quelque chose et il y a un processus, un ordi, un serveur qui va mouliner et qui va vous envoyer la réponse. Et ça, il y en a sur plein de choses. Les plus connus, c'est les API Google où vous pouvez donner un point de départ, un point d'arrivée, il va vous dire la route qu'il faut utiliser, le temps que vous allez mettre, etc. Vous avez des API, vous leur envoyez un fichier audio, vous envoyez ça, il vous renvoie le texte écrit du fichier audio. C'est-à-dire ça, c'est un API de transcription. Ça, c'est costaud parce que comprendre ce que les gens disent et renvoyer le texte, c'est un peu une sorte de reconnaissance vocale. Il y a plein d'API dans le monde il faut en profiter. Alors, il y en a que certains qui sont payants quand ils ont inventé un truc génial. Ils demandent un petit peu de sous à chaque fois que vous l'utilisez. Et puis, il y en a qui sont gratuits jusqu'à un certain quota. Parce que si vous n'arrêtez pas de demander, de poser des questions, vous allez fatiguer l'ordinateur qui est en face et tout ça, ça se paye. Ok? Donc, un API, c'est une capacité de traitement, une ressource qui est interrogeable, que vous pouvez poser une question et on va vous répondre. Et le tout, généralement, par Internet. Nous, on va utiliser l'API Google Book. Donc, Google Book, on va lui fournir le code barre d'un bouquin, qui est là, qui s'appelle l'ISBN, et lui, on va lui demander de nous récupérer toutes les informations sur le bouquin. J'aurais pu, je vous l'ai dit au début, faire la même chose avec la Bibliothèque nationale de France, mais l'API est plus compliqué à utiliser, ça vous aurait embrouillé plus qu'autre chose. Comment ça se passe dans l'API? On va y aller. Pareil, tout ça c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous allez dans quelque chose qui s'appelle, je vais le refaire, ça s'appelle la console des développeurs Google. Bon, c'est un nom compliqué, ça mouline. Voilà, c'est bon. Ici, vous avez des comptes, vous créez des petits comptes. Moi, j'en ai créé un pour Meetup. Il peut y avoir plein de comptes possibles. Vous pouvez créer un projet. Et à l'intérieur, vous allez pouvoir sélectionner l'API qui vous intéresse. Par exemple, là, on envoie, il y a des API Google Maps, il y a des API par exemple, vous envoyez un texte écrit et il vous dit si les gens ils sont contents ou pas. Il analyse le sentiment du texte. Ça, c'est des API qui sont disponibles. Par exemple, il y a des gens les hotlines et tout ça, les gens ils se plaignent et hop, ça classe directement les messages entre les gens contents et les gens pas contents. Donc, il y a plein d'API, vous voyez, sur Gmail, etc. Donc, c'est compris ce que c'est qu'un API, ouais. Alors là, moi, j'en ai créé un qui va me permettre d'utiliser Google Books. Et donc c'est très simple à créer, hein. Vous allez choisir votre API, vous êtes rattaché à un compte, et il va me donner la fameuse clé ici qui m'intéresse, qui est le petit code qui va savoir qui demande pour un peu gérer les quotas, puis savoir si j'ai trop demandé, et si j'ai trop demandé, me dire oh stop, ou alors me facturer si c'est jamais c'est un API payant. D'accord? Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est cette fameuse clé que je vais copier et tout de suite mettre dans mon projet quelque part, parce que forcément je vais en avoir besoin. D'ailleurs, je vais tout de suite aller la mettre là. Dans quoi d'ailleurs? Dans quoi je pourrais la mettre? Hein? D'après vous, petite interro, surprise. Dans une variable?
un truc qui permet de retenir les choses, non? Donc je vais créer une variable qui va s'appeler clé API et je vais la mettre à l'intérieur. Hop. Voilà, donc c'est un nom qui est assez compliqué. Bon, normalement les clés on les donne pas à tout le monde, moi je la désactiverai après. Ok, ça pour l'API. Alors comment ça va se passer pour poser la question? Eh bien on va poser la question par internet et on va fabriquer une URL. Vous avez déjà vu les URL? Les adresses internet là comme ça? Ça vous dit quelque chose ça? Ces trucs là qui sont dans la barre d'adresse. Donc ça s'appelle une URL. Et on va fabriquer une URL qui va contenir en fait notre question. Alors il y aura une partie qui va interroger le bon API. Donc tout ça c'est pour dire je veux poser à l'API Google Book. Ensuite il y aura une partie ici qui va dire attention je vais te fournir le code ISBN du livre. Et ici il y aura le fameux code que je vais récupérer de mon scan de code barre. Ok? Donc ça c'est le paramètre. Et ici ma clé pour dire qui je suis, que j'ai le droit d'utiliser l'API. Si je ne mets pas la clé, il va me dire connais pas, je ne te renvoie pas d'informations. C'est bon? Donc en fait on va construire comme ça par programmation une URL qui va contenir notre question. C'est bon? Donc ici j'ai mis une variable dans laquelle je vais venir stocker ma clé, en bas là. Je vais marquer quel type de recherche je vais faire, Q égale ISBN 2 points, et puis je vais mettre le nom du serveur qui contient l'API. Donc je vais créer tout un tas de variables. Donc on a dit qu'on allait en créer une autre qui allait s'appeler URL Google Book par exemple. Alors bien sûr c'est pas celle-là. Et je me suis fait un petit dossier normalement qui contient tout ce qu'il faut. Voilà. Ouais. Alors voilà. Hop. Donc la première partie, elle s'arrête. Vous vous rappelez où est-ce qu'elle s'arrête? Elle s'arrête là. ISBN égale. Ok? C'est bon? Et puis ensuite, j'ai ma clé, j'ai tout ça. Bon. Alors, il y a un truc qu'on va faire vite fait, c'est de construire cette fameuse URL. Alors, pour ça, on va utiliser le composant web. Et ici, on va lui demander d'aller, de récupérer une adresse. Et cette adresse-là, on va construire l'URL. Regardez. L'URL, on va joindre, ça veut dire mettre les uns à la suite des autres. Vous voyez bien qu'ici c'est assembler les uns à la suite des autres, c'est pas une addition mais c'est une sorte d'addition de mots où on les met les uns à la suite des autres. On va mettre l'URL, on va mettre le résultat du barcode et on va mettre l'API, la clé d'API. Alors là il faut que je rajoute et qui égale. C'est parti. Alors. Et voilà. Alors, l'URL, on a dit qu'on allait la construire avec un set URL. Donc, hop. Et on va joindre tout ça pour faire un assemblage de texte. Alors ici, j'ai une variable. Donc, pour récupérer l'info sur ma variable, vous voyez, quand je passe dessus, j'ai soit récupéré l'info, soit la changer. Donc, moi, je vais récupérer l'API, le lien de l'API. Ici, je mettrai, alors je vais rajouter des chaînes de caractères, j'en ai peut-être mis une de trop, et ici je mettrai ma clé. Et ici normalement j'ai juste à mettre le résultat du scan de barcode. Ok? Bon, eh ben on va faire, alors le scan de barcode, on va cliquer dessus. Quand est-ce qu'on va lancer le scan de barcode? Quand on va appuyer sur le bouton scan. Vous vous rappelez du bouton scan qui est là? Donc, quand je vais appuyer sur le bouton scan, là je suis bien content de l'avoir renommé, comme ça, voilà. Je sais que c'est mon bouton scan qui est là. Quand je vais appuyer sur le bouton scan, je vais déclencher le scan du barcode. Donc, ça, pour ça, je vais sur mon composant scanner code à barre, là, et puis je vais appeler, je vais lui demander de faire un scan.
Ok, pas compliqué ça. Quand je clique sur le bouton scanner, mon code il scanne. Le scan, ça peut prendre un certain temps parce que la personne elle n'est pas prête, il ne reconnaît pas le code, donc c'est quelque chose d'asynchrone. Donc c'est lui qui va me dire quand est-ce qu'il a récupéré l'info. Donc je reviens sur mon composant scanner et il me dit voilà, j'ai scanné, j'ai réussi à scanner. Et voilà le résultat. Le résultat il sera là-dedans. Faire un peu de ménage, hop. Ok, ça s'est bien passé après scan, ça veut dire le scan est fait et voilà le résultat que j'ai scanné. Ben, c'est là que je vais mettre mon URL et ici je vais mettre en plein milieu de l'adresse du serveur Google Book là mon scan, puisque ici regardez j'ai pris ISBN 2 points, il y aura l'ISBN qui aura été récupéré et ici il y aura la clé qui suivra et je vais lui demander d'envoyer ça sur internet. Ça va jusque là? Donc normalement ça doit ressembler à ça quoi. Et ici j'ai quand même utilisé j'ai quand même créé une variable pour conserver ce fameux ISBN parce que ça serait dommage de redemander à l'utilisateur de le rescanner, d'accord? Puisque regardez ici le résultat il est valable uniquement dans ce traitement là. Dès que je vais sortir de ce traitement là je perdrai le code. D'accord, donc c'est plus prudent de créer une variable qui va s'appeler ISBN du livre pour retenir ce qui a été scanné. On se dit c'est une information importante. Donc regardez, là ce coup-ci je vais mettre quelque chose dans la variable et ce que je vais mettre c'est ce qui a été scanné. Et donc le scanner il fonctionne, il me renvoie ce résultat là, donc ça c'est le code ISBN. Je l'assemble pour fabriquer mon URL. Je le retiens, ça pourra toujours me servir et j'envoie la requête sur le web. Ok? Donc là, on a posé notre question. Bah maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de voir à quoi va ressembler la réponse du fameux API. Alors là, c'est beaucoup moins réjouissant. Regardez, je vais le faire en direct. Quand j'interroge avec cette URL-là qui est censée fonctionner, je tape ça dans mon navigateur. Donc ici, on retrouve le nom du serveur, la clé et l'ISBN. Vous voyez, 978, 22, 12, machin, tout le monde voit là. Il est là, l'ISBN. Hop, au milieu. J'envoie. Boum, ça me donne ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'il m'a répondu. Et si je cherche, il me parle bien d'un bouquin, regardez, édition, machin, apprendre la programmation web avec Python, là. Très bien, donc il m'a répondu. Je lui ai envoyé un code, il m'a répondu. Par contre, si j'affiche ça sur mon écran, l'appli, elle va pas être super intéressante. Alors l'intérêt de ça, c'est que ça, c'est un format particulier qui s'appelle le JSON et c'est très structuré en fait. On ne croit pas comme ça, mais chaque chose est bien structurée, bien à sa place, etc. Et on a un fonctionnement, ce qu'on appelle des paires clés-valeurs. En fait, ici, Publisher, là, vous voyez, c'est une clé. Et derrière, vous avez 2 points. Vous avez 2 points et vous avez la valeur. Clé, valeur. Okay, donc, on va pouvoir très simplement se balader dans ce fichier-là et puis récupérer les informations. Et on est content que Et si jamais, regardez, je ne mets pas le bon ISBN, par exemple, je mets un truc ici, par exemple, j'enlève un chiffre. Et là, forcément, bah, il me dit, je trouve rien. Donc, on a bien quelqu'un qui répond de l'autre côté de la ligne. Ok? Bon, bah maintenant, il va falloir qu'on décode ça. Donc, la question, on en a parlé. La réponse, c'est le fameux contenu JSON, là. Clé, valeur, je vous ai mis 2 couleurs. Les clés en violet, les valeurs en vert. Et à chaque fois, à l'intérieur, on va avoir... Vous voyez, ça, c'est une clé, 2 points. Et tout ça, ça va être la valeur de la clé. À l'intérieur, il y a une autre clé, etc. Et donc, les infos, elles s'imbriquent les unes dans les autres. Ici, le titre... c'est la clé, et puis la valeur, bah, ça va être le titre qui est, ce qu'il y aura derrière les 2 points. Et bien c'est parti, maintenant on va faire ce fameux traitement pour transformer le fichier qu'on a reçu là sur le web en quelque chose qui va s'afficher sur notre écran. Donc ici, regardez, mon événement, c'est quand j'ai reçu quelque chose de ma demande web, donc j'ai fait une demande web, c'est l'ordi, enfin c'est le téléphone qui me dit attention, c'est bon, j'ai bien reçu quelque chose. Parce que j'aurais pu demander quelque chose et jamais recevoir la réponse. Par exemple, si entre les deux, il n'y a pas de connexion internet, vous n'aurez jamais la réponse. D'accord ?
Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais commencer par dire que tout ce que j'ai reçu, le contenu de ma réponse, c'est-à-dire, vous voyez, c'est lui qui me fournit, il me dit j'ai reçu quelque chose, le contenu il est là. Donc le contenu de la réponse, je vais le décoder en JSON. Donc c'est-à-dire qu'il va passer par une moulinette et il sait que maintenant il a affaire à un fichier JSON. Et je stocke ça dans une variable que j'appelle réponse de l'API. Ok? Il se peut qu'il y ait plusieurs bouquins. Bon, c'est bizarre, mais... Donc ici, il y a une première clé qui dit combien il y avait d'articles, combien il y a d'éléments qui correspondent à cet ISBN. Si jamais il trouve 0, direct, c'est l'élément que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, quand il n'y a pas de réponse, il m'a affiché ça tout à l'heure. Il me dit que total item 0. Donc ça veut dire que soit je me suis trompé dans l'ISBN, soit, chose qui arrive souvent, Google Book il ne connaît pas le bouquin. Voilà. Donc ça peut arriver, il va falloir traiter ça. Donc si jamais, regardez ici, le traitement, si je recherche la clé total items à partir de la réponse que m'a faite, c'est-à-dire à partir du gros fichier et qui trouve rien, et s'il trouve 0, pardon, s'il trouve 0, si ce qu'il trouve c'est 0, eh ben, je dirais qu'il n'y a aucun livre qui a été trouvé. Sinon, je commencerai à parcourir en fait mes paires et puis aller un petit peu plus loin dans le traitement. Donc là, je vais aller dans les items et je vais prendre le premier. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier livre. Normalement, il n'y en a pas plusieurs, mais je suis obligé de prendre le premier. Tout le monde voit index 1. Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs livres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier. Donc, je vais récupérer le premier. Et ensuite, à l'intérieur de ça, donc ça va être l'info ouvrage, je vais aller chercher les volumes info. Donc, les volumes info, c'est tout ce qui contient les informations intéressantes. Il y a un truc qui... Eh bien, c'est parti. On va faire ça. Donc ça va être un petit peu... Alors, hop. On est là. Donc, vous vous rappelez que je vais aller dans mon composant web. Et lui, il me dit, j'ai reçu quelque chose. Texte reçu. OK? Et ce qu'il a reçu, c'est le contenu de la réponse. Une information, c'est tout le contenu de la réponse. On a dit qu'on allait le décoder en JSON, puisqu'on sait que c'est du JSON. Donc ça, c'est maintenant il comprend et on a quelque chose. J'avais dit que j'allais mettre une variable locale. Une variable locale, c'est une variable c'est une petite case mémoire qui va vivre que le temps où ce traitement va être fait. Et je l'appelle, on avait dit réponse API. Hop. Voilà, donc là-dedans, maintenant, j'ai accès à réponse API. Et réponse API, c'est le fichier JSON qui a été récupéré. Donc on a dit que le premier traitement, ça allait être de récupérer l'info du bouquin. Donc je vais créer une nouvelle variable locale, pareil, qui va vivre que le temps. Je vais l'appeler info ouvrage. C'est ça. Une liste, puisqu'on a dit que ça pouvait être plusieurs livres. Donc je mets une liste. Ensuite, ça c'est l'info du livre en question. Donc je vais remettre ici une variable locale. Donc, vous voyez que les variables, quand je vous disais que c'était un des trois, donc ça c'est info volume, je crois, c'est ça. Et au début, les infos volume, on va dire que c'est un texte vide. C'est parti. Donc ici, on veut tester si on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il n'a rien trouvé, ou on est dans ce cas-là, il a trouvé plein de choses. Pour ça, c'est la paire, la clé total items qui va nous aider. Donc ici, on va aller dans les listes et ici j'ai quelque chose qui me permet de chercher c'est où les clés. Voilà. Alors la clé, donc la paire déjà, ce que je récupère c'est mon fichier, il va chercher ça, et la clé qu'il va chercher c'est le fameux total items qu'il faut écrire exactement pareil que celui du fichier. Vous voyez qu'il y a une majuscule, il ne faut pas se louper parce que on est dans le domaine des ordis et les ordis c'est rigoureux et précis. Total items. Non. Si. Alors en plus la mauvaise idée c'est qu'ils ont mis le L avec le I majuscule. C'est vraiment pas malin. Ouais, là on voit bien. D'ailleurs j'aurais pu faire un copier-coller pour être sûr que c'est exactement la même
Hop. Voilà, donc là j'ai récupéré ma clé. Alors forcément il ne connaît pas réponse API, parce que réponse API, vous vous rappelez, il n'existe que là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on a une petite erreur. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tester si c'est 0, c'est-à-dire que s'il n'y a aucun article, donc je vais regarder si c'est égal à 0. Donc là, on va faire un test, une comparaison par rapport à 0. Hop. Et notre fameuse fonction si qu'on retrouve avec les deux cas. Premier cas, il n'y a aucun bouquin, on affiche ça. Deuxième cas, il y a un bouquin, on va plus loin dans le traitement. Ok ou pas la fonction si? Ouais. Hop. Alors, premier cas, on a dit que c'était un petit notifier, le fameux notifier là, qui permet d'afficher des petites alertes quand on veut prévenir l'utilisateur de quelque chose. Je vais essayer. Hop. Pas d'ISBN. Enfin, pas de livre. Pas de livre trouvé. Voilà. Et puis le deuxième cas, là on va un peu plus loin, donc on récupère notre info ouvrage et on creuse encore, on va aller dans le fameux items, récupérer le premier élément, le premier bouquin. Donc, je vais faire une copie de ça. Là, je suis plus dans API puisque j'y suis déjà rentré à l'intérieur, c'est info ouvrage maintenant qui m'intéresse. D'accord? Donc c'est celui-là. Non, d'ailleurs, je suis. Ouais, info ouvrage et l'item. Donc là, il faut que je me loupe pas. Je peux revenir en arrière. Voilà. Alors là, les items, vous voyez, ils sont là. D'accord? Et on a une liste. La liste, ça commence par des crochets. Je vais prendre ça. Hop. Et là, ça c'est l'info API, la réponse API. Et là, on va prendre le premier élément. Donc, on va sélectionner le premier élément de la liste. Il est où? Voilà. Puisqu'il peut y en avoir plusieurs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Donc cette info là, normalement, ça va nous récupérer, si je vais sur mon navigateur, tout ça. Enfin, que le premier élément, c'est-à-dire celui-là. Ça va nous récupérer tout ça, et là il n'y en a qu'un élément, jusqu'au crochet. Et s'il y avait un, ça va nous récupérer tout ça. Donc maintenant, il faut qu'on fouine à l'intérieur, et là où c'est intéressant, regardez, c'est là, dans volume info. Notamment, on a le titre, le sous-titre, les auteurs, plein de choses intéressantes. Donc, je vais aller fouiner dans cette fameuse clé. Donc ça, on a dit que c'était... Je vais stocker ça dans info ouvrage, donc 7, enfin mettre info ouvrage. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je refouine dans info ouvrage et je recherche volume info à l'intérieur. D'accord? Donc toujours avec le même principe là. Donc l'info volume. Sauf qu'ici, c'est plus la réponse de l'API, c'est déjà des choses que je vais récupérer dans info ouvrage. Et là, on a dit que c'était... Voilà. Là, on a dit que ça serait volume info. Hop là. Est-ce que ça marche? C'est bien volume info là. Voilà. Je me méfie toujours avec les... Voilà. Bon, ça, c'est ce qu'on va récupérer de notre... Et on a maintenant nos infos de notre bouquin. Ok? Bon, c'est pas mal, mais pour l'instant, on a des choses dans la mémoire du téléphone, mais on n'est pas passé à l'affichage. Alors ici, deuxième partie, c'est afficher les bonnes infos dans les champs. Donc j'ai toujours mon volume info, et je vais envoyer... il y a une technique en informatique qui s'appelle une procédure où je vais appeler tout un tas de traitements. D'accord?
Donc ces traitements-là, je vais envoyer à cette procédure rempli champ, donc pour remplir toutes mes infos, et je vais lui envoyer le bloc qui contenait toutes les infos intéressantes, et elle va mettre à jour mon label titre, mon label sous-titre, mon label éditeur, elle va me remplir toutes les infos qui étaient sur ma page. Avec toujours, regardez, on change, on met le label titre, qu'est-ce qu'on met dans le label titre? Son texte, et on lui donne le texte qu'il doit afficher. Pareil, pour le sous-titre, on va lui changer le texte qu'il doit afficher. Et à chaque fois, on va utiliser notre fameuse clé titre, enfin title, subtitle, etc. Cette clé-là, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a là. Vous voyez, à l'intérieur de volume info, j'ai title, subtitle, etc. Bon, c'est un peu lourd à traiter, mais mine de rien, ça nous récupère des infos. Puis le jour où vous voulez causer avec des API, il faut passer par cette technique-là. Bon, bah c'est parti. Donc, on va créer une procédure. Alors, une procédure, c'est ça. Donc, c'est une procédure, c'est une liste de traitements qu'on va appeler plusieurs fois. Et je vais dire mettre ou remplissage champ, je l'avais appelé comment, peu importe. Et cette procédure, je vais lui passer un paramètre, c'est-à-dire je vais lui passer des informations, et ces informations, ça va être les data livre, enfin volume info. Voilà. Hop. Et quand je crée une procédure, forcément, je vais mettre des traitements à l'intérieur et je vais l'appeler ici. Donc, une fois que j'aurai fait tous mes traitements, je vais mettre les infos volume en paramètres que je vais envoyer à ma procédure. Alors ça, je ne sais pas si vous avez compris. J'ai récupéré toutes les infos qui m'intéressaient, c'est-à-dire ça. Enfin, jusqu'à la fin de volume info, je ne sais pas trop où ça se termine, peut-être ici, là. Et je passe tout ça à ma procédure. Donc, la procédure, maintenant, elle va récupérer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? On va prendre tous les champs qu'il faut mettre à jour. Donc, le premier champ, vous vous rappelez, c'était le titre. Et on va changer le texte du titre. Voilà. Et le nouveau texte du titre, ça va être ça. Ce qui correspond à la clé title. Hop. Donc, à chaque fois, je me fais un avec ça. Hop, c'est ici. Alors, la clé title, bah, je vais prendre ça. Je vais prendre la clé qui s'appelle title. Et ici, bien sûr, c'est plus info ouvrage, c'est mon volume info. Donc, je vais envoyer un grand bloc et dedans, je recherche à l'intérieur la clé title. Note found, c'est pas top si c'est pas affiché. Il vaudrait mieux mettre point d'interrogation comme ça. Ok? C'est bon pour la mise à jour du titre? Bah après, le titre aussi, c'est sympa de le mettre dans une variable. D'accord? On verra après pourquoi. Donc on va se créer une variable. Titre livre. Pour l'instant, au début, il n'y a rien. Et je vais mettre cette variable avec le titre. C'est toujours intéressant de garder en mémoire le titre. Donc le titre, en fait, comme je l'ai mis dans le label titre, eh ben, je vais pouvoir le récupérer aussi comme ça. Donc ça, c'est le texte, c'est l'information qui correspond au texte qu'il y a dans le label titre. On enchaîne. Après, il y avait le sous-titre. Alors là, ça commence à ressembler à être un peu répétitif. Le sous-titre, il est là. Hop. Hop. Et bien sûr, ici, c'est le sous-titre. Ainsi de suite. Alors, on va peut-être pas, je vois que ça tourne là, on va peut-être pas tout mettre. Le publisher, machin, etc. On va pas forcément tout faire. Ouais, on va pas mettre tout. Si, peut-être la description, c'est sympa. Donc, on va mettre la description. Label description. Et la description, je pense qu'elle s'appelle description. C'est ça. Voilà. Bon.
Je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de tester pour voir si on peut scanner notre premier bouquin, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de test. Alors, il faut revenir sur l'écran 1, parce qu'on commence par l'écran 1. On va scanner. Et j'espère qu'on va pas se louper. Au pire, c'est pas super grave. Donc là, je scanne le QR code. On va prendre un livre. Agroforesterie. J'espère qu'il fonctionne. Bon. Hop. Tout s'est bien passé. Vous avez vu, je suis arrivé là. Je vais appuyer sur Scan. J'espère que là, il va déclencher. Ah. Je vois. Petite erreur. Pas de souci. Elle est où la souris? Voilà. Il faut que je fasse dans le scan dire que je ne veux pas utiliser un scanner extérieur. Je sais pas pourquoi. Il propose ça par défaut. Et là, regardez ce qui se passe là. Vous voyez que je suis en mode un peu appareil photo là. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Et je vais essayer de scanner le code barre. Et là, vous avez vu, il s'est passé un truc. Et ça n'a pas du tout marché. On va essayer. Alors, il dit que il peut pas trouver. Total items, application, not found. Alors, il y a un petit problème ici. Voilà. Si la recherche des clés, hop. Je vais refaire le scan là, ce qu'il me dit. Donc j'ai un petit message d'erreur qu'il faut que je. Hop. Alors c'est ce qu'on va commencer par faire. On va faire un truc plus simple, c'est-à-dire qu'on va directement afficher. Donc ça s'appelle le debug. On va afficher dans le titre. Ça va être un peu violent, mais on va afficher tout ce qu'il a récupéré. Déjà voir si la connexion elle se passe bien. Ce qu'il a récupéré, vous vous rappelez, c'est réponse API. Hop. Déjà, est-ce qu'il récupère plein de choses? Scan. Application. Ah, mais regardez l'erreur. Vous m'avez pas dit. C'est type de réponse là. C'est pas type. Ah ouais. Oh là là. Regardez ici. Eh, je peux pas compter sur vous, hein, franchement. Regardez ici, obtenir type de réponse. C'est pas le type de réponse qui m'intéresse moi, c'est le contenu de la réponse, non? Non? C'est pas si c'est bien, enfin je sais pas quoi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Donc ça déjà, ça va aider. C'est pour ça qu'il mettait application. Alors regardez mon titre maintenant, à quoi il ressemble. Ah. Donc vous voyez sur mon téléphone, j'ai bien tout le JSON qui arrive. Donc on va remettre ça à sa place. Hop, ça là. Et on va retester scan. Et agroforesterie, ça marche, hein. Bon, tant mieux. Donc comme quoi, hein, je vous avais dit tout à l'heure, ça marche jamais du premier coup. Il faut comprendre, il faut travailler, et c'est jamais de la faute de l'ordinateur, c'est toujours de notre faute. Ce qu'on va faire maintenant, on va se détendre un petit peu, parce que là, le JSON, c'était un peu compliqué. On va faire un truc un petit peu spectaculaire, mais super simple.
c'est qu'on va faire de la reconnaissance vocale. Et là, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Quand je vais appuyer sur le bouton dicter, ah oui, voilà. Quand je vais appuyer sur le bouton dicter, je veux que ça me mette en mode micro et que ce que je vais dire, ça me l'écrive dans cette zone-là. D'accord ? Alors vous allez voir que ça, c'est pas compliqué du tout à programmer grâce à Google, enfin à Google, enfin pas à Google, mais si, parce qu'on utilise aussi des choses Google. Alors, quand je vais appuyer sur le bouton dicter, donc ça vous commencez à comprendre, quand je clique sur le bouton dicter, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller dans reconnaissance vocale et je vais déclencher la reconnaissance vocale. Obtenir texte, c'est-à-dire récupérer le texte à partir de la voix. Le gars, il peut parler, enfin la personne, elle peut parler pendant 10 minutes, 10 secondes, etc. Donc je ne peux pas enchaîner des instructions directement là. C'est lui qui va me dire quand il aura terminé sa reconnaissance vocale. C'est-à-dire quand il aura récupéré le texte suite à la reconnaissance vocale. Et moi, qu'est-ce que je veux faire avec ce texte-là ? Je veux l'écrire dans la petite zone. Vous vous rappelez ? Donc on y va. La petite zone de texte, elle s'appelle zone de texte. C'est bien ça ou c'est pas bien ? C'est pas bien. On ne l'a pas renommé. On va l'appeler TB commentaire. Ouais. Donc, je vais modifier le contenu de TB commentaire. Donc, modifier, ça veut dire mettre. Et je vais mettre le texte. Qu'est-ce que ça va être le texte de commentaire ? Ça va être le résultat de ma reconnaissance vocale. 1, 2, 3, 4 lignes pour faire de la reconnaissance vocale. Ça paraît intéressant, mais est-ce que ça va marcher ? Tester. Alors là, j'y vais, j'appuie sur dicter. Le livre est très intéressant. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, là, il n'y a pas à applaudir parce que franchement, 4 lignes, c'est plutôt. Donc, comme quoi, on peut faire des choses sympas. Alors là, ce qu'il faudrait, c'est que parce que la personne, elle ne va pas tout de suite avoir son commentaire tout de suite. Ce qu'il faudrait, c'est garder ce qu'on a déjà écrit et pouvoir l'écrire en plusieurs fois. Donc, ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu notre code. Et puis on se dit, si jamais elle appuie sur dicter, ça serait dommage que ça écrase tout ce qu'elle a dit avant. Ce qui serait bien, c'est que ça ajoute à chaque fois des choses. Donc ici, regardez, on va mettre ce qu'il y avait avant, on va joindre ce qu'il y avait avant. Donc ce qu'il y avait avant, c'est le contenu de la textbox commentaire. Le contenu, vous vous rappelez, c'est l'information. Si c'était vide, c'était vide. On va mettre un petit saut de ligne. Alors un petit saut de ligne, généralement on met anti/n. Bon ça, c'est un petit code. Voilà. Et on va mettre ce qui a été récupéré par la suite. Donc là, je rajoute un truc. Et le résultat. Donc l'idée c'est de pouvoir faire un commentaire en plusieurs fois. Là. Est-ce que vous voyez ? Donc ça veut dire que lorsque je vais appuyer sur le bouton reconnaissance vocale, ça va déclencher la reconnaissance vocale. Une fois qu'il aura récupéré le texte, il va prendre le texte qui était déjà dans la textbox, c'est-à-dire peut-être un commentaire précédent, il va sauter une ligne, il va remettre à la suite. Ok ? Est-ce qu'il y avait quelque chose dans la textbox ? Non, il n'y avait rien. Bon, alors on y va, on va tester. Actuellement, dans mon téléphone, j'ai ce livre est très intéressant, je ne sais pas si vous voyez. Je rappuie dessus. Et je conseille à tout le monde de le lire. Alors là, c'est pas trop mal. Vous voyez, il a écrit à suivre, mais il y a juste un petit. Ça serait bien que ma textbox elle soit multiligne. D'accord ? Bon, ça, c'est des petites choses qui se retravaillent. Elle est où la souris ? Parce qu'il y a 3 écrans. C'est compliqué. Voilà. La textbox multiligne, en fait, c'est là. Multiligne, hop, voilà. Ok, donc là normalement, si on teste, on va faire confiance. Bon, tout ça c'est pas mal. Je vais faire un petit truc aussi pour se détendre, qui est pas compliqué. C'est l'histoire de la petite note là, avec la réglette.
Alors comment ça marche la réglette? Ben, je vais aller sur ma réglette en bas. Elle est là. Et quand la position a changé, c'est bien quand la position a changé. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va mettre une note égale et puis la position. Donc, vous vous rappelez, on avait mis quelque chose qui s'appelait LBL note. Donc la nouvelle note, le texte, c'est pas la couleur de fond que je veux changer, c'est le texte. Et ben ça va être, alors je vais garder un petit texte fixe, ma note 2 points, ça ne changera jamais. Et puis ici, je vais mettre 2 points espace, et ici je vais mettre la position du pouce. Donc à chaque fois que la position va changer, normalement, alors c'est pas, j'ai pas, regardez ici. J'ai bien. Alors vous voyez qu'on ne va pas noter au dixième près, mais voilà. Donc on va faire un petit arrondi. Hein, non. Hop, il y a des composants maths pour faire ça. Arrondi, il y a un truc arrondi. Arrondi. Hop. Et oui. J'ai bien ma note comme ça qui va se régler nickel. D'accord? Donc c'est pas compliqué de gérer des petites interfaces comme ça. Le livre est super intéressant. Je conseille à tout le monde de le lire. Voilà. Et donc vous avez les commentaires qui se mettent maintenant les uns à la suite des autres. Ok? Bon. Bon, j'ai pas ramené parce que le chrono tourne et j'ai pas ramené forcément l'image de couverture, mais l'image de couverture, elle est là. Hein. Elle est ici. Vous voyez. Alors ça. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, il y a les images. Donc, si je veux ramener l'image de l'ouverture, il suffit que j'aille afficher l'image qui a cette adresse-là, qui s'appelle petite miniature. D'accord? Bon, on va avancer. Moi, ce que je voudrais, c'est poster tout ça pour accéder à mettre ça à disposition des autres lecteurs. Parce que là, pour l'instant, je suis un peu seul sur mon téléphone. J'ai interrogé un API, mais tout ça, ça m'est revenu à moi et je voudrais déposer mon avis maintenant chez les autres. Alors là, il va falloir utiliser une base de données en ligne. Pour ça, il y a un composant qui est simple, qui s'appelle celui-là, qu'on a utilisé. Ouais, je suis bien sur le bon écran. CloudDB. Cloud, ça veut dire en ligne. Hein. Et donc, c'est ce fameuse base de données en ligne. D'accord ? Alors, si on va sur le paramétrage de CloudDB, comme c'est en ligne, ça peut être accessible à tout le monde. Nous, on veut notre compte à nous, on ne veut pas que des gens de l'extérieur viennent accéder à cette base de données, donc on veut un truc spécial. J'aurais pu prendre ce composant TinyWebDB, là, celui-là, mais c'est un peu trop public, j'aime pas trop. Le CloudDB, il est très pratique. Alors ici, il nous demande forcément des paramètres, parce que si on est en ligne dans une base de données, il faut des clés, il faut des ports, etc. Ça, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez créé votre base de données en ligne là, sur ce site-là, c'est gratuit, donc là, j'ai créé une base de données qui s'appelle English Lab, parce qu'au début, l'appli, je voulais faire un truc d'anglais, mais enfin ça, c'est la vieille histoire. Et ici, vous voyez, j'ai le nom du serveur, le port que je vais utiliser, donc tout ça, ça navigue par internet avec des canaux, etc. Et puis un mot de passe, enfin une clé. Donc tout ça, je vais les mettre dans mon paramétrage. Donc ici, tout ça, c'est ce que je vais mettre ici, le serveur. La clé, elle est là. Le token, donc le token c'est une sorte de clé. Le port de communication, il est là. Et le projet, c'est English Lab. Voilà. Et on ne va pas utiliser le SSL. Donc là, j'ai paramétré en fait mon composant CloudDB pour savoir si il accède à cette base de données. Ok. Et quand je vais poster, je vais aller déposer des choses là-dedans. Et ben c'est parti.
on n'a pas fait d'erreur. Alors, quand est-ce que je vais déposer les choses dans la base de données? Ben, quand je vais appuyer sur le bouton poster. Ouais. Donc quand je vais appuyer sur le bouton poster, il est tout en haut, il est là. Quand je clique sur le bouton poster, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais aller dans les composants de ma base de données là. Alors là, vous voyez, des fois c'est en anglais, des fois c'est pas bien traduit, etc. Donc ça c'est pour récupérer quelque chose. Moi je veux ajouter quelque chose à la liste. Donc j'ai fait une petite slide, je crois, là-dessus. Hop. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais poster? Je vais poster une liste, c'est-à-dire une liste d'informations, c'est-à-dire plutôt que de mettre une information, je vais mettre le titre du bouquin, le prénom et le nom de celui qui a fait l'avis, la date du jour, l'ISBN, c'est pour ça que je l'avais stocké tout à l'heure, la note et mon commentaire. Tout le reste, une fois que j'ai l'ISBN, je peux récupérer toutes les infos. Les autres, c'était des infos qui venaient du web. Moi, la valeur ajoutée que j'ai faite en postant un commentaire, c'est qui je suis, quel jour je l'ai fait, ma note et mon commentaire. Donc tout ça, je vais mettre ça dans une liste qui va s'appeler mon avis sur un livre. D'accord? C'est parti. Donc, je crée une variable locale qui va s'appeler mon avis. Et on dit qu'au début, c'est une liste. D'ailleurs, ouais, non, je vais pas mettre une variable globale, je vais mettre une variable globale. Hop. Empty list. Créer une liste. Donc ici, je vais dire que ma variable globale, je vais créer une liste, hop, avec tous les éléments à l'intérieur. D'accord? Donc le titre du livre, normalement on l'avait. Titre livre. Je vais rajouter, on a dit le nom et le prénom. Est-ce qu'on l'a récupéré, le nom et le prénom? Non. Comment on va récupérer le nom et le prénom? On va rappeler. Il est où le nom et le prénom? Et bien dès qu'on va arriver sur cet écran-là, on va aller chercher dans la base de données locale. Ça permet de faire des révisions. On va aller chercher quoi? Vous vous rappelez comment il s'appelle le tiroir? Non? Ben pour s'en souvenir, il suffit d'aller sur le screen 1, il s'appelait compte B. Hein, hop. Donc c'est bien là-dedans qu'on avait rangé notre nom et prénom. Ouais, vous vous souvenez? Il faut se rappeler où on a mis les trucs, hein, parce que sinon... Donc là, normalement, on va récupérer notre nom et prénom, et je l'ai chargé dans la variable nom-prénom. Donc maintenant, ben, je peux récupérer cette variable-là et l'ajouter à ma liste là de choses que je vais poster. Ensuite, on a dit que ça serait bien de mettre la date. Hop. Alors la date, regardez, on a le petit composant clock là qui nous permet de formater la date avec une date, enfin DD, MM, YY là. Donc, hop, clock. Bon, ça il y a plein de choses pour avoir la date. Date format. Bon, bah forcément, obtenir la date, l'heure précise de la part du téléphone, c'est pas une chose super compliquée pour lui. Il a ça, voilà, maintenant. Et on a dit qu'on mettait un format avec le jour d'abord et puis les mois après. Voilà, comme ça. Hop. Ensuite, on a dit qu'on mettait quoi dans la liste? Le titre, l'ISBN du livre. Donc ça, normalement, on l'avait déjà mis. Ensuite, on va se rajouter quelque chose dans notre liste. C'est la note. Alors, la note,
très intéressant. Regardez, la note, on l'a affichée, mais on ne l'a jamais sauvegardée, la note. Vous voyez, ça nous a mis à jour le petit truc, mais on n'a pas sauvegardé la note. Donc la note, on va la sauvegarder dans une variable aussi globale, ma note. Non, il y a des questions? J'entends pas. Ah bah la note arrondie. Hein. La note arrondie. Voilà, hop. Non, c'est pas ça d'ailleurs. C'est une fois que j'ai fait ça, je stocke dans la variable l'arrondi de la position du pouce. Parce qu'après, tout ça, on va quitter ce traitement-là. Et j'aurai plus accès à la position du pouce. Et du coup, je risque de perdre la note. Puis là, comme elle est mélangée avec un titre, un petit texte, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis, ici, on va dire qu'au départ, c'est juste un 0. Voilà. Donc ici, j'ai bien accès à ma note maintenant. Et puis le dernier élément qu'on a dit qu'on sauvegarderait, c'est le commentaire. Donc le commentaire, lui, il est toujours là normalement. C'est le fameux contenu de la textbox qui est là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est son texte. C'est ce qui est à l'intérieur. Voilà, donc là, on s'est fabriqué une liste avec toutes les infos qu'on veut sauvegarder. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire après ? On va rajouter ça à ce qu'il y avait déjà en base de données, à la liste de tous les commentaires. Donc vous imaginez que les commentaires, c'est déjà une liste, et nous, à l'intérieur de cette liste-là, on rajoute une liste avec tous les éléments de notre commentaire. Alors attention, le tag qui est ici, il ne faut pas se louper, c'est le nom du tiroir dans lequel tous les gens sur Internet vont mettre leurs commentaires. Donc c'est pareil que le tag qui s'appelait compte _b tout à l'heure, il ne faut pas se louper, il faut qu'on parle toujours de la même chose. Donc ça veut dire rajouter une valeur à une liste. Vous imaginez que les commentaires, il y en a plein de gens et ils s'ajoutent comme ça. Et à l'intérieur d'un commentaire, c'est lui-même une liste de choses qui contient tout ça. Donc c'est parti. Ça, c'est un composant de mon CloudDB. Le tag. Alors, si je veux récupérer les commentaires qui sont déjà sur Internet, parce qu'on a déjà posté, j'ai intérêt à prendre le même là par contre. Autant tout à l'heure, je voulais pas que ça soit le même. Là, il faut que je prenne le même. Donc, c'était comment qui s'appelait là vous avez vu tout à l'heure? Commentaire avec un S. Hop. Comme ça, on profitera de ce qui a déjà été fait. Et l'article, qu'est-ce que je veux rajouter? Je veux rajouter cette fameuse variable, enfin cette fameuse liste qui est mon avis sur le livre. Voilà, donc là, je vais envoyer une demande à ma base de données qui est en ligne. Donc c'est pour ça qu'après, regardez, je mets rien, parce que je ne sais pas si ça va marcher ou pas. C'est lui qui va me dire, ok, les données, elles ont changé. Ça, c'est bien ou mal passé. Ok? Donc c'est lui qui va me répondre. Donc ça, c'est un fonctionnement qu'on appelle asynchrone. Et il va me dire, hop, attention, j'ai les données qui ont changé. Alors il va me dire le tag qui a changé. Donc c'est pour ça que si jamais c'est bien le tag que je viens de modifier, je vais dire que l'avis il a été posté avec succès, ça s'est bien passé. Et puis je vais je vais passer à l'autre écran, avis, d'accord. Et puis j'ai rendu les boutons invisibles, etc. On va pas trop. Et sinon, si ça s'est pas bien passé, je vais dire que il y a eu un problème. Donc c'est parti. Si le tag, donc on est encore avec notre fameuse fonction si. Je vous avais dit que celle-là, elle était importante. Donc si le tag, il est égal à commentaire, c'est-à-dire que s'il y a une modification dans la base de données et que c'était bien le tag commentaire, on va faire simple. Je ne vais pas m'occuper des boutons parce qu'on n'a pas le temps. Et je vais passer à l'écran d'après et afficher que ça s'est bien passé. Donc pour afficher que ça s'est bien passé, c'est le notifier. Ça, vous commencez à connaître. Avis posté avec succès. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on a demandé quelque chose que ça s'est bien passé, c'est quand on a reçu la réponse qu'on peut afficher que ça s'est bien passé. Là, on va dire que problème dans l'enregistrement de l'avis. Voilà, hop. Et puis ici, on pourrait passer à l'écran d'après, ou pas, peu importe. On va laisser ça comme ça.
Et ben voilà. Alors, le souci, c'est comment on va tester, comment on va savoir nos avis et tout. Bah, pour l'instant, on n'a pas de choses qui nous permettent de lister ce qu'il y a dans la base de données. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même faire se fabriquer un petit bouton, parce que je vois qu'il est l'heure, pour voir si ça a marché. Ici, on va se faire voir les avis, et on va quand même les afficher. Ouais, on va pas faire le troisième écran parce qu'on n'aura pas le temps. Donc quand je vais appuyer sur voir les avis, je veux quand même voir s'il y a bien tous les avis dans la base de données. Donc quand j'appuie sur voir les avis, et je aimerais bien récupérer ce qu'il y a dans ma base de données, voir si ça a bien fonctionné. Donc ma base de données, ce coup-ci, je ne vais pas faire un stockage, je vais faire récupérer des infos. Ok? Et bien sûr, j'utilise toujours mon tag commentaire. Et s'il n'y a rien, bah, on va dire que c'est une liste vide. S'il n'a rien ramené. Et quand est-ce que je sais qu'il m'a ramené des choses? Bah regardez, c'est quand valeur reçue. Valeur reçue, ça veut dire que j'ai bien récupéré quelque chose et c'est la valeur, il va me donner la valeur. Alors juste pour voir, parce que là on va pas avoir le temps, je vais afficher dans le notifier, parce que j'ai pas le temps, ce qui m'a récupéré de la base de données, voir s'il y a au moins quelque chose qui ressemble à mon avis. Hop. Ça va pas être beau, mais on va tester. Ok? Vous avez compris ce que j'ai fait ou pas? Globalement, quand on appuie sur le bouton poster, on met tout ce qu'on a besoin dans notre liste et on récupère et on ajoute ça à tous les commentaires qui existaient déjà, qui sont stockés dans ce tag-là. Une fois que ça s'est bien passé, on a la réponse du téléphone et on affiche. Et puis ici, quand je vais appuyer sur mon bouton avis, je vais essayer d'aller lire les commentaires. Alors ils vont être bizarres, ils vont pas être bien structurés parce que ça va être des listes. Et puis je vais les afficher dans un notifier. Hop. On va tester, on va se remettre sur l'écran 1 et on va lancer le compagnon. Parce que je crois que tout à l'heure il y a eu un truc comme quoi il n'était pas en forme. Donc toujours la même technique, je scanne mon écran. Voilà. On va changer de bouquin parce que peut-être que c'était un bouquin. Ah ouais, Ronaldo. Alors, voilà comment ça se présente. Ok. Je scanne. Hop. Il me récupère bien Cristiano Ronaldo. Vous voyez, avec la biographie, tout ça. Voilà. Le reste, on ne l'a pas rempli. C'est normal que ça soit marqué rien. On va mettre une petite note. On va mettre un petit texte. Alors. Il commence à vieillir. Ça n'engage que moi. Je poste. Alors, vous voyez que c'est marqué avis posté avec succès, donc a priori ça s'est bien passé. Alors là ça va pas être beau à voir, mais on va regarder ce qu'il y a dans la base. Alors il va y avoir tous les autres avis. Alors vous voyez il y a Python, machin, etc. Et c'est dommage qu'on peut pas. Alors ce que je vais faire c'est que je vais ruser un petit peu, je vais mettre ici les avis, on va pouvoir les scroller pour voir si on va récupérer ce fameux il commence à vieillir. Parce que si c'est pas parce qu'il me dit que ça a bien marché que je le crois. Alors on va essayer ruser et se mettre ici avant est-ce qu'on pourrait glisser ici un petit champ scroll? Hop. Ah oui. Non, c'était pas une bonne idée parce que c'était un arrangement supprimé. Faut pas que je le mette là. Je vais le mettre, au pire, je vais le mettre sous la description. Ok, c'est pas joli, mais tant pis. Vertical, arrangement de scroll, je vais le mettre là.
automatique. Et dedans, on va mettre un label pour afficher tout ce qu'on a à dire. Hop. Hop, voilà. Et ce label là, on va l'appeler, comment on l'appelle? On l'appelle avis. Voilà. Donc là, au lieu d'afficher dans un notifier, ici, je vais afficher ça dans le label avis. On aura peut-être un peu plus de place pour voir si ça a marché. Hop. Voilà. Alors regardez, il m'a mis tout ce qu'il y a dans les avis. Et on va scroller. Et regardez. Vous voyez, il commence à vieillir là. Ouais. Cristiano Ronaldo, tout ça. Donc, après, on manque un petit peu de temps parce que je vais vous parler de. J'en ai encore pour 5 minutes. Mais on aurait pu faire le 3e écran où là, on choisit un avis, on récupère toutes les infos du livre. Donc là, ça aurait été la même chose. Et puis, on affichait tout ça à sa place. Voilà. Donc, mais bon, ça vous a donné un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire. L'appli réalisée. Là, par contre, si ça vous intéresse, vous pouvez scanner ça sur vos télé. Ah bah oui, l'erreur qui tue encore. Voilà. Vous pouvez scanner ça et là vous allez pouvoir télécharger pour vous montrer que là on l'a testé dans le compagnon, mais l'intérêt c'est de l'avoir en vrai sur son téléphone. Et ça va vraiment vous installer pour de vrai l'appli, sans passer par le store, parce que c'est un peu plus compliqué de passer par le store, le Play Store. Donc le seul truc qui va se passer, c'est comme on n'est pas passé par le Play Store, à un moment donné, il va vous demander, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'autoriser les sources inconnues. Parce qu'en gros, il dit, c'est un gars bizarre dans un meet-up qui a fait une appli, à vous de prendre vos responsabilités, faites-moi confiance. Et normalement, vous allez tomber sur l'appli, et si vous pourrez tester. Alors bien sûr, il faut allumer Internet, tout ça. Hein. Et voilà, donc je vous laisse, pour ceux qui sont intéressés, scanner ça, je laisserai l'écran là. C'est bon, je peux passer à la suite. Au pire, je le mettrai tout à l'heure. Juste pour terminer, on aurait pu faire plein d'autres choses. Bon, ça, on va en parler après. Je vous annonce le prochain Meetup Tech Time. Alors, vous voyez, il y a un teaser et tout. Et ici, le meilleur antivirus, c'était vous. Et donc, le prochain Meetup Tech Time, ça sera le 18 mars. Ici même, et ça sera fait par Nathan Lochon, qui est un élève de BTS NIR. Donc aujourd'hui, c'était exceptionnel que ça soit moi qui soit le speaker. La prochaine fois, ça sera un vrai élève qui viendra de vous parler de la sécurité, de petits trucs et astuces très pratiques, très rapides, qui vont vous améliorer votre quotidien et vous éviter de gros soucis. L'enquête de satisfaction, si vous avez le temps, il y a 3 questions ou 4 questions, vous scannez. Vous nous dites ce que vous en pensez, si vous êtes content, si vous n'êtes pas content. Si vous voulez proposer des sujets à traiter, on est preneur. Donc je vous laisse scanner le code. Puis à la fin, je remettrai le code de l'appli. Je vous laisse ça. Et ben voilà. J'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a donné envie de... Alors, au fait, on a vu les variables. On a vu la fonction 6, c'est quoi le 3e? On n'a pas forcément utilisé aujourd'hui, c'est les boucles en fait. C'est répéter plein de fois, parcourir des choses, etc. Là, on n'a pas forcément utilisé ça. Donc, ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine. Donc, moi, j'espère que, ça vous a montré que faire une appli, c'est pas si compliqué que ça. Qu'à partir du moment où on sait ce qu'on veut et puis qu'on est un petit peu tenace et qu'on pense que l'erreur elle vient de nous et pas de l'ordi, qu'on lit les messages d'erreur, qu'on se creuse un peu la tête, c'est faisable. On peut rapidement prototyper quelque chose qui fonctionne et après avoir une appli sur son téléphone. Donc là, moi, je vais vous montrer la vraie appli là. On n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout. Mais on a le QR code que je vous ai montré tout à l'heure permet de télécharger la vraie appli avec un petit picto. Est-ce que je peux remettre, est-ce que l'enquête de satisfaction c'est bon?
Vous avez tous eu le temps de... Ouais, je peux remettre du coup pour ceux qui veulent télécharger l'appli. Et ben voilà, et donc là maintenant il y a un petit pot buffet qui vous attend dans l'autre salle, et puis je vous donne rendez-vous, pas moi mais mon Nathan Lochon, le 18 mars à 19h pour la suite. Merci.